Coucou, c'est Victor. Je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent mon travail depuis ces dernières années. Vos dons sont indispensables pour faire vivre ce média indépendant. Et je me sens très reconnaissant de pouvoir continuer à apporter de nouvelles idées que je pense utiles à la lutte contre le spécisme, grâce à vous. Et sinon, vous pouvez acheter mon livre « En finir avec les idées fausses sur l'antispécisme » aux éditions de l'Atelier, qui fait un peu la synthèse des réponses à toutes les objections qu'on nous envoie tout le temps dès qu'on cherche à porter l'intérêt des autres animaux. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Épisode 42. Brigitte Bardot, sa vision du monde suprémaciste. Dans le dernier épisode, on a analysé un peu la surface du débat qui a eu lieu suite à la mort de Bardot. Les réactions du mouvement animaliste, les hommages sans nuance, les mécanismes de minimisation du racisme, et ce que tout ça a révélé sur la blanchité structurelle de nos milieux. Mais on n'a pas encore creusé l'essentiel, la vision du monde de Bardot elle-même. Comment quelqu'un peut-il ressentir une empathie profonde pour tant d'animaux, au point de consacrer sa vie à les défendre, et en même temps traiter des populations entières de sauvages ? Comment son animalisme et son racisme cohabitent-ils dans son logiciel ? Pour beaucoup de gens, c'était un mystère, une contradiction incompréhensible. Pour d'autres, la réponse était simple, elle était juste hypocrite ou incohérente. Pour ma part, je crois que ce n'est rien de tout ça. Chez Bardot, il y a une cohérence d'ensemble. Une vision du monde qui permet, et même qui facilite, l'articulation entre animalisme et racisme. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va explorer la structure idéologique qui sous-tend sa façon de défendre les animaux. Quelles sont les fondations, en somme, de son animalisme ? Et surtout, on va voir que cette façon de cadrer la cause animale est en fait assez prégnante et influente dans le mouvement aujourd'hui. L'élan du cœur, une défense sans boussole. Le choc, le sursaut, l'élan. Pour commencer, il faut remonter au tout début, à son déclic, au moment précis où Bardot a arrêté le cinéma pour consacrer le reste de sa vie à la cause animale. Et il y avait une dame qui faisait de la figuration avec une chèvre. Et je lui dis, elle est mignonne votre chèvre et tout. Et elle me dit, dépêchez-vous de finir votre film là, parce que dimanche, je fais un méchoui avec ma chèvre pour la communion de mon petit-fils ou je sais pas quoi. Oh putain, là j'ai cru que j'allais mourir. J'ai dit, vous allez la tuer ? Bah bien sûr, on va faire un méchoui. Oh, j'ai acheté la chèvre, j'ai quitté le plateau, je suis parti avec ma chèvre dans mon 5 étoiles, là. Je l'ai mise dans mon lit, avec la chienne et moi. Ça fait un bordel dans l'hôtel. Et je me suis vue dans une glace, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, déguisée, ridicule, alors qu'une chèvre allait mourir dimanche pour faire un méchoui. Mais la vie de cette chèvre, elle est bien plus importante que n'importe quoi. Et là, j'ai pris conscience que une vie d'animal était plus importante que toutes ces singeries que j'étais en train de faire de ma vie. Et j'ai décidé de plus les faire. Je veux, moi, passer mon temps à m'occuper de la défense animale. Oui. Voilà. Voilà, et je crois tout. que j'aurai beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je fasse plus de cinéma. L'entrée de Bardot dans l'animalisme est un sursaut, une réaction immédiate face à une injustice qui d'un coup lui saute aux yeux lorsqu'elle achète une chèvre pour la sauver quand elle apprend qu'elle était destinée à être égorgée. Surtout dans ses premiers engagements, Bardot semble porter secours à des animaux en, excusez le jeu de mots, passant du coq à l'âne. Ce sont des élans du cœur. Elle voyait des animaux en danger ou maltraités et elle voulait tout de suite courir à leur rescousse. On est beaucoup d'antispécistes à avoir eu un tel déclic, un choc moral, qui tout d'un coup nous fait voir comme une évidence horrible ce qui était juste normal un peu plus tôt. et qui produit en nous un sentiment de responsabilité de faire quelque chose. On ne peut plus détourner le regard.
Écoutez la façon dont elle cadre le problème des chiens de la SPA qu'elle va visiter et qui sont pour la plupart euthanasiés faute d'être adoptés. Il y a 400 chiens abandonnés qui vous attendent 124 Henri Barbuse à Gennevilliers, à la SPA. Je voudrais bien que le chenil se vide, non pas par la mort, mais par l'adoption. Si vous n'allez pas les chercher, ces 400 chiens vont être piqués sous les 8 jours ou les 10 jours qui viennent. Je vous demande, si vous aimez les bêtes, de m'aider dans cette campagne et d'aller les chercher. Vous voyez, elle dit aux téléspectateurs responsabilisez-vous, individus de cette société, et faites un geste pour qu'ils ne soient plus tués. Face à l'euthanasie massive des chiens, Bardot fait appel à la morale privée, plutôt que de critiquer le fonctionnement même de l'institution qu'elle observe, et toutes les conditions qui font que ces chiens sont euthanasiés au bout de 8 jours. Elle n'interroge pas le système social, qui replace continuellement ces animaux dans un état de vulnérabilité totale. La mise à mort n'est pas interrogée en tant que politique publique, ni comme le produit d'un système fondé sur la propriété des animaux, la gestion des stocks et l'abandon structurel. Et donc Bardot n'est pas en train de revendiquer par exemple d'attribuer une protection sociale aux autres animaux, ni une augmentation des fonds publics pour que personne n'ait à être tué par manque de moyens. Cette situation n'est interprétée et présentée que comme la conséquence tragique d'un déficit de bons sentiments. Ce cadrage dépolitise la situation tout en la rendant émotionnellement urgente. Il mobilise l'affect, mais sans ouvrir d'espace pour une remise en cause des règles mêmes qui organisent la vulnérabilité des animaux concernés. Et c'est là que ça dérape souvent avec Bardot, qui revendique rarement de changer le système social et politique dans son ensemble, qui infériorise les autres animaux et organise l'appropriation collective de leur corps. Même si par la suite, ces engagements se sont orientés aussi vers du plaidoyer politique pour obtenir des avancées législatives, il y a des invariants dans sa conception de la cause animale qu'on retrouve encore à la toute fin de sa vie dans son ouvrage « L'arme de combat » qu'elle considérait comme son testament, la synthèse de sa conception de l'animalisme. Une vision qui, du fait de sa notoriété et de son patronage sur l'ensemble de la cause, a profondément influencé et modelé le discours associatif et public majoritaire sur l'animalisme. C'est pour ça que je m'attache à déplier cette vision, car elle correspond à la façon la plus courante de cadrer la cause, dont on hérite aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Un animalisme sans boussole idéologique et politique. Lorsque Bardot commence à s'engager dans les années 60 et 70, la politisation systémique de la question animale est quasi inexistante. On n'imagine pas aujourd'hui à quel point la pression sociale de normalité du spécisme était omniprésente. Imaginez l'abolition de toutes les formes d'exploitation des animaux, remettre en cause l'élevage, la pêche ou l'expérimentation comme telle n'était pas seulement marginal, c'était presque impensable. Même la consommation de viande, pourtant le geste spéciste le plus massif, ne fait l'objet d'aucune contestation organisée. Quasiment personne ne revendique le végétarisme pour les animaux. Le spécisme est perçu comme naturel, éternel, impossible à contrer. Il constitue l'arrière-plan indiscuté de la normalité. Et toute tentative de critique est immédiatement renvoyée à la sensiblerie, au ridicule, voire à une forme de déraison. La relation de pouvoir entre humains et autres animaux est sans doute visible, perçue, mais elle n'est pas pensée comme telle, pas formulée, pas politisée. Parce qu'elle semble faire partie de l'ordre naturel des choses. Il n'y a rien d'utile à en dire. Dans ce contexte, il n'existe aucun débouché politique identifiable pour une remise en cause globale de l'ordre qui organise l'appropriation des corps animaux. Et on pourrait formuler l'hypothèse suivante. L'animalisme incarné par Brigitte Bardot relève d'un proto-antispécisme, c'est-à-dire une forme précoce d'antispécisme, sincère et intensément affectif, mais dépourvu d'un cadre théorique et politique robuste. Et ce n'est pas une question de manque de lucidité ou d'intelligence de sa part, mais avant tout d'absence des outils permettant de penser la condition des autres animaux en termes éthiques et politiques. On ne trouve donc pas chez Bardot, ni plus largement en fait dans la défense animale de cette époque, de conceptualisation explicite en termes d'égalité, de justice sociale, de domination, d'animalisation ou de système d'oppression. Ces grilles d'analyse n'émergeront que plus tard, inspirées en grande partie par les mouvements antiracistes et féministes, puis par une philosophie morale et politique qui se structure à partir du milieu des années 70 et qui restera longtemps confidentielle.
en particulier en France, où l'antispécisme est resté difficilement accessible. L'essentiel se faisait en anglais, et l'antispécisme francophone naissant au début des années 90 est resté cantonné au milieu libertaire et à des petites bulles à l'université. Il faut donc faire preuve de prudence lorsqu'on juge, rétrospectivement, cet animalisme à l'aune de cadres qui n'étaient pas disponibles au moment où son engagement s'est constitué. Cela n'empêche pas de constater que, même lorsque les outils antispécistes ont commencé à émerger et à circuler un peu plus, la vision de Bardot est restée largement inchangée. Son rapport à la cause animale s'est approfondi et institutionnalisé certes, mais sans véritable déplacement de ces catégories fondamentales. Autrement dit, si les cadres ont évolué, son animalisme, lui, s'est surtout consolidé autour des intuitions et des affects qu'il avait structurés dès l'origine. Composé avec l'idéologie dominante, sentimentalisme et humanisme. Or, faute de ces outils, la défense animale se trouve contrainte de composer avec ce qu'elle a sous la main, les ressources morales et discursives de l'idéologie humaniste dominante. On tend alors à observer un centrage presque réflexe sur le sentiment de l'humain touché par la souffrance animale. D'autant plus spontané que les affects sont souvent le moteur de l'engagement et que les facteurs sociaux déterminants de l'asservissement des autres animaux n'étaient pas identifiés. Regardez comme ils souffrent, voyez comme on les violente. Bardot dénonce alors des maltraitances au cas par cas, de façon dispersée, en mobilisant des registres affectifs, compassionnels, essentiellement moralisateurs, sans pouvoir inscrire ces violences dans une critique globale de l'ordre social qui les rend possibles et les légitime. Et à défaut de pouvoir faire ça, la défense animale est contrainte de se rabattre sur les miettes que lui offre l'idéologie humaniste. C'est-à-dire de continuer à placer l'humain au centre et de valoriser les animaux en fonction de leur relation à nous, de leur identité pour nous. La défense animale reprend alors, parfois en les renforçant, ces représentations spécistes ambiantes, celles qui flottent dans l'air du temps, qui sont déjà socialement acceptées. Par exemple, pensez à la façon dont on peut chercher à valoriser les chiens comme les plus fidèles compagnons de l'homme. On dit c'est un bon chien, s'il nous obéit. Il n'est pas valorisé pour lui-même, mais d'abord pour sa relation à nous. C'est sa fidélité qui lui donne sa valeur à nos yeux. Mais cette fidélité n'est alors pas questionnée comme quelque chose qu'on a produit par des millénaires de sélection artificielle qui les a rendus dépendants de nous. On tend alors à romantiser ce qui est en fait un des indices du pouvoir qu'on exerce continuellement sur les animaux domestiqués. Pareil pour le cheval, la plus noble conquête de l'homme, comme on le lit parfois. Pareil, il est valorisé en tant qu'objet de possession, en tant que conquête. Sa noblesse ne lui appartient pas, elle n'est en fait pas la sienne, mais celle de l'humain qui l'a conquis. Dans les deux cas, c'est le même mécanisme. On prend une relation de domination et on la reformule en quelque chose de beau, de noble, de valorisant. Et ces représentations sont ensuite celles dont s'emparent parfois les animalistes pour les défendre, mais au risque de reproduire la logique spéciste qui les habite. Cela ne retire rien à la sincérité, ni à l'intensité de l'engagement de Bardot, mais cela situe clairement cet engagement ailleurs que dans un projet structuré de justice et d'égalité. Il s'agit d'une défense animée par l'affect, puissante pour alerter et mobiliser, mais insuffisamment outillée pour interroger les raisons profondes pour lesquelles les animaux se trouvent dans de telles positions de vulnérabilité. Elle ne dispose pas d'un cadre de référence qui permet d'organiser ses sentiments, sa compréhension de la condition politique des autres animaux. L'ordre social spéciste qui les infériorise n'est pas pensé comme tel. Il est perçu comme un horizon indépassable qu'on ne pourrait que corriger à la marge plutôt que renverser. Sans vision d'ensemble, une défense dispersée et un désordre stratégique. Cette absence de cadre structurel se traduit mécaniquement par un désordre stratégique. L'engagement se déploie à tous azimuts, au gré des souffrances les plus visibles, les plus choquantes ou les moins normalisées dans la société spéciste. On se mobilise pour les animaux rencontrés, pour des injustices saillantes, pour des situations singulières qui suscitent une indignation immédiate. Selon ce que j'en vois, cette mobilisation repose très peu sur une hiérarchisation stratégique, ni selon le nombre d'animaux concernés, ni selon l'intensité structurelle de l'exploitation, ni non plus le potentiel transformateur des luttes engagées. Il n'y a pas de priorité, pas de cible clairement identifiée, pas d'organisation d'ensemble des combats. D'où cette impression de dispersion. Une chèvre par-ci, 3 éléphants par-là,
puis un autre front encore au fil des rencontres et des décennies, jusqu'à constituer une multitude de causes juxtaposées plutôt qu'un projet politique articulé. Dans ce cadre, le réformisme welfariste s'impose presque par défaut comme horizon de l'action. La ligne globale n'est pas abolitionniste. On ne revendique pas la fermeture des abattoirs, ni la fin de l'appropriation des corps animaux. La fondation créée par Bardot dans les années 70 incarne de manière presque chimiquement pure ce modèle d'organisation non fondamentalement abolitionniste, mais centré plutôt sur la réduction des souffrances et la promotion de méthodes alternatives, sans remise en cause du principe même d'exploitation. Et je ne veux pas ici disqualifier le travail des associations de protection animale et encore moins critiquer le choix des stratégies réformistes. C'est ce que fait L214 tout en ayant une structuration et un horizon clairement antispéciste, par exemple. La différence avec le milieu de la protection animale est que pour cette dernière, le welfarisme reste l'horizon par défaut. La Fondation Brigitte Bardot est abolitionniste lorsque l'opinion publique est déjà favorable, donc pour la chasse, la faune sauvage captive, la corrida ou spécifiquement la viande de cheval, par exemple, mais elle ne cherche souvent pas à faire progresser l'abolitionnisme dans tous les autres cas. Il n'y a pas de lutte contre l'oppression spéciste dans son ensemble. Cela fait par exemple que des institutions centrales comme l'élevage, la pêche, le régime de propriété des animaux, c'est-à-dire les piliers mêmes du système spéciste, restent largement hors champ. La protection animale critique des pratiques, des méthodes, mais ne remet pas en cause les structures qui les rendent possibles et légitimes. Bardot a tout de même mis un pied dans une forme de systématisation en abordant la question des abattoirs en général, et pas seulement des pratiques particulières comme la corrida ou la fourrure. Mais elle est le plus souvent restée fermement ancrée sur le continent de la défense animale, sans jamais revendiquer par exemple la fermeture de tous les abattoirs ou l'abolition de la viande, des slogans qui ont justement été développés par le mouvement spécifiquement antispéciste. La ligne de fracture, défense animale versus antispécisme. C'est important parfois de se rappeler qu'on n'invente pas l'eau chaude, et que certaines distinctions ont été théorisées il y a des décennies et un peu oubliées, car pas suffisamment rappelées et développées. Dès 1991, le premier numéro des cahiers antispécistes donnait une explication limpide de tout ce qui sépare la défense animale d'un côté et l'antispécisme de l'autre. Je cite : « Les avocats des animaux. La défense animale est en fait comme la défense en justice. L'avocat, le défenseur d'un voleur, doit pouvoir défendre son client, c'est-à-dire demander qu'il ne soit pas puni, ou qu'il le soit moins, sans contester les lois qui punissent les voleurs. La défense animale défend les animaux au sein d'un système donné. En défense des chiens, elle dira qu'ils tiennent compagnie aux vieillards. En défense des chats, qu'ils tuent les rats. En défense des rats, que leur usage expérimental n'est pas fiable. En défense des canards, que le foie gras est toxique. En défense des lièvres, que la chasse tue les humains. Sur l'avocat d'un voleur pèse toujours malgré tout la menace d'être pris pour l'avocat des voleurs, pour leur ami, pour un partisan du vol. Il est vital, dans sa défense, que le juge n'ait pas l'impression, s'il libère ce voleur, de libérer tous les voleurs. De même, la défense animale ressent-elle comme vitale de ne pas remettre en question le spécisme. Tout se passe comme si, au sein de la défense animale, existait un accord tacite pour ne pas remettre en cause les règles de base qui déterminent les rapports des humains aux autres animaux. » Fin de la citation. L'avocat des animaux les défend dans un système, mais non pas directement contre ce système. Je suis l'avocat des bêtes, des animaux. En somme, la défense animale reste au niveau des symptômes, sans remonter aux causes. L'antispécisme, par contraste, est une critique sociale, c'est-à-dire une analyse qui identifie et qui remet en question les structures, institutions et rapports de pouvoir qui organisent la société et produisent des injustices systémiques. On passe de « ces gens sont méchants » à « c'est ce système qui organise la domination ». La défense animale n'est pas une critique sociale, puisqu'elle dénonce le plus souvent des actes de cruauté individuelle, elle appelle à la compassion, elle cherche à réduire la souffrance, mais elle ne remet pas en question le système qui produit cette exploitation. C'est pour ça que j'insiste tant, pour qu'on parle beaucoup plus du spécisme. Ce n'est pas une coquetterie théorique ou un truc élitiste. Le spécisme est plus qu'une somme de cruauté individuelle. C'est l'ordre social sous-jacent qui structure nos institutions, nos pratiques, nos imaginaires, et tout ça nous conditionne. En cela, ça permet de voir par contraste
à quel point le développement de la pensée antispéciste est une révolution majeure, qui permet une vraie structuration, des critiques et des engagements pour les autres animaux, en pensant le spécisme comme un système et pas comme une série d'actes isolés. Bon, évidemment, il y a tout un continuum, de la défense animale classique à l'antispécisme. Et là, je force le trait exprès pour rendre la distinction bien compréhensible. En résumé, sans cadre théorique pour penser les structures du spécisme, la défense animale se rabat sur ce qu'elle a sous la main, la compassion immédiate et l'indignation. Et pour mobiliser cette puissance affective, elle tend à construire un récit moral simple. D'un côté, des animaux innocents qui souffrent, de l'autre, des humains cruels qui les font souffrir. Et on peut s'enrichir ici des analyses féministes qui ont pointé les limites de ce genre de conceptualisation. Dépeindre les auteurs de violences sexistes et sexuelles comme des monstres ne permet pas d'identifier et d'agir sur les facteurs structurels de ces violences. La culture du viol, la socialisation genrée, la solidarité masculine, le fonctionnement du système juridique et pénal, et in fine le patriarcat en tant que système de domination qui organise l'appropriation des corps des personnes sexisées. Même logique pour la défense animale. La corrida est dénoncée comme un étalage de violence sanguinaire plutôt que comme une domination ritualisée, une des expressions d'un système de pouvoir plus large. Les toréadors, mais aussi les chasseurs, les expérimentateurs, sont décrits comme des psychopathes, ou autres dénominations psychophobes et pathologisantes. La violence est individualisée, moralisée, arrachée au système qui la rend possible et légitime. On ne s'en prend pas à un système, mais à des monstres qu'on peut pointer du doigt. On ne critique pas l'ordre spéciste, on s'offusque contre la barbarie individuelle. C'est un cadrage en termes de malveillance plutôt qu'en termes de domination. Et chez Bardot, ce cadrage va prendre une forme particulièrement radicale, une vision profondément misanthrope, une haine de l'humanité. L'humanité cruelle, une misanthropie essentialiste. La rhétorique de la cruauté humaine. Lorsqu'elle parle des violences faites aux animaux, Brigitte Bardot mobilise un lexique très fortement misanthrope. L'humanité y apparaît comme foncièrement cruelle, monstrueuse, perverse, parfois même conne ou cupide. Les violences envers les autres animaux sont décrites comme l'expression d'un sadisme pur, d'une jouissance malsaine. Je la cite. L'homme est la seule espèce prédatrice capable d'autant de perversité et de cruauté à l'égard d'autres animaux. Cette violence n'a qu'un but, posséder l'autre, l'utiliser ou le détruire. Les scènes de cruauté sur des animaux que l'on peut voir défiler sur Internet ne sont rien d'autre que du sadisme, une maladie. Comment voulez-vous qu'un être normalement constitué puisse jouir du fait de prendre un animal sans défense et le torturer ? En parlant d'être normalement constitué, Bardot convoque implicitement une frontière, celle qui sépare le civilisé du barbare, le sain du malade, l'humain digne de ce nom de celui qui s'en serait éloigné. La cruauté devient alors le signe d'une chute morale. Elle n'est pas pensée comme une pratique sociale organisée, mais comme l'expression d'un fond sombre, comme une sortie de l'humanité elle-même. La violence envers les animaux devient alors un mystère moral, quelque chose qui heurte profondément ce que l'humanité devrait être. Bardot s'en écœure et s'indigne, mais n'analyse jamais vraiment les raisons structurelles. Elle s'en tient à un vocabulaire psychologisant et moralisant. Une misanthropie qui s'inscrit dans un héritage humaniste. Cette rhétorique de la cruauté humaine est en fait, une fois de plus, un héritage de la pensée humaniste, auquel emprunte souvent le vocabulaire de la défense animale, qui appelait à plus de considération pour les autres animaux uniquement dans la mesure où ça fait de nous des humains meilleurs, plus civilisés. Protéger les animaux, c'est aussi nous protéger contre cette férocité mal endormie, au fond de nous, qui sans cesse menace de défigurer le visage humain. Georges Chapoutier, Au bon vouloir de l'homme, l'animal, en 1990. Il est alors question d'aider les animaux, avant tout au nom de notre dignité humaine, comme le disait Kant, que je cite, « Les devoirs que nous avons envers les animaux ne sont que des devoirs indirects que nous avons envers l'humanité. » Autrement dit, il faut réduire les violences envers les autres animaux, non par souci direct pour les victimes, mais car il est indigne de notre espèce d'être si cruel. C'est un cadrage que, dès leur début, les antispécistes vont dénoncer en pointant qu'il constitue par lui-même un empêchement majeur à propulser sur le devant de la scène les intérêts des animaux.
D'après ce cadrage, et là je cite les cahiers antispécistes, il n'y aurait en effet rien de mal en soi dans la souffrance non humaine, même la plus atroce, tant qu'aucun humain n'en est affecté. On voit apparaître ici toutes les limites de modes de pensée qui restent centrés sur les humains, plutôt que de partir du point de vue des autres animaux. La chercheuse Catherine-Marie Dubreuil écrit « Faisant appel à la bienveillance et à la morale de l'homme, les mouvements de défense animale invitent généralement à se comporter avec gentillesse envers les animaux. Dans un souci de modération, ils tolèrent l'exploitation des animaux et leur abattage, considérés comme des maux nécessaires pour la subsistance et les besoins de l'humanité. Ils visent à supprimer la souffrance animale dans les limites du possible, compte tenu des impératifs de la civilisation dans laquelle nous vivons. Invoquant la dignité humaine qui se grandit en réduisant la souffrance des animaux, il se situe dans une perspective essentiellement humano-centrée. Il est bon pour l'homme de ne pas être cruel envers les animaux. » Voilà, c'est tiré d'un article qui s'appelle « L'antispécisme, un mouvement de libération animale ». Bon, il faut préciser, Bardot ne se situe pas exclusivement dans ce registre. Elle parle aussi de l'intérêt des animaux eux-mêmes. Et son discours mêle en fait des arguments centrés sur l'humain et des intuitions véritablement animalistes. Néanmoins, sa vision du monde reste profondément marquée, je crois, par cette croyance en la dignité humaine, et structurée par une morale de la vertu individuelle. Les comportements sont presque toujours ramenés à des qualités ou à des défauts personnels. Et surtout, elle est profondément déçue et même dégoûtée de la cruauté humaine. Ce qui est, on va le voir, le signe d'une certaine adhésion à la croyance en l'humanité. Un humanisme déçu qui découle de la croyance en l'humanité. Bardot était connu pour sa misanthropie, et j'ai longtemps réfléchi à la façon dont cette vision négative s'intègre dans sa conception de la cause animale. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de structurel, et pas seulement le fruit des désillusions du cinéma ou des harcèlements qu'elle a subis, comme on l'a beaucoup entendu. Non, c'est pas un hasard si ces formules misanthropes ressortent particulièrement quand elle parle des animaux. Les deux sont reliés. Je la cite. « Je ne parviens pas à justifier ce pourquoi les hommes peuvent se laisser aller, participer à tant d'immondices vis-à-vis des animaux et bien sûr d'eux-mêmes. Quand l'homme ne fait pas la guerre, il chasse, il joue, il a un besoin fondamental de faire couler le sang, de faire s'exprimer un fond barbare rentré. Par peur de la mort, par peur de lui-même, l'être humain est monstrueux. » La misanthropie de Bardot ne contredit pas sa croyance en l'humanité. Elle en découle directement. On ne peut être déçu que par ce en quoi on croit. Sa misanthropie est un humanisme déçu. « Je suis très sensible à la transcendance, à ce qui nous dépasse. Nous faisons partie d'un tout, cela ne me quitte jamais. La nature, la terre, l'espace forment un ensemble homogène et cohérent. Ce qui me fait peur, c'est de faire partie des humains. On m'a souvent reproché de mépriser ces derniers. En vérité, je méprise l'humain quand il se nie, quand il refuse d'accepter d'où il vient et la nature dont il est constitué. » Bardot croit en l'humanité comme essence, comme nature. Et c'est précisément parce qu'elle y croit qu'elle peut en être profondément déçue. La violence envers les animaux est décrite par Bardot comme contre-nature, comme allant à l'encontre d'un ordre naturel et harmonieux fantasmé. Elle écrit ailleurs, à propos de l'idée de développer plus de considération pour les autres animaux, « La considération, voilà un bien grand mot pour quelque chose de naturel. » Bardot croit qu'il existe une vraie nature humaine, noble, digne, qui devrait être en harmonie avec la nature. Et dès lors que les humains se détournent de cette nature profonde, leur humanité originelle qui devrait les pousser à la compassion, la misanthropie surgit presque automatiquement. C'est une vision très chrétienne au fond. L'humain était bon, mais a chu du paradis. Ou du moins très naturaliste, au sens où on a perdu notre vraie nature, naturellement compatissante et vertueuse. On nage bien sûr en plein fantasme, sans lien avec la réalité. Dans toute leur histoire, les humains ont su aussi bien être cruels que empathiques, prédateurs ou aidants, selon envers qui et selon la situation, comme beaucoup des autres animaux. L'harmonie de la nature est elle-même un mensonge qu'on se raconte à nous-mêmes parce qu'on veut croire qu'au moins un jour, le monde a été juste. C'est tout l'objet de la série d'articles « L'effroi devant le monde », écrite par Domino, publiée dans l'Amorce, que je vous recommande. Quand l'absence d'analyse structurelle mène à l'essentialisation. Face à l'horreur de la violence envers les animaux, Bardot se retrouve face à un gouffre, un manque de sens. « Je ne parviens pas à justifier pourquoi les hommes font ça. » Et c'est précisément parce qu'elle ne parvient pas à l'expliquer qu'elle se raccroche à la nature.
L'essentialisation devient un refuge. Si je ne peux pas comprendre pourquoi ils font ça, alors c'est qu'ils sont comme ça. La nature humaine devient l'explication de dernier recours. Sans articuler les facteurs structurels, le conditionnement spéciste, la naturalisation de la domination, l'ordre social hiérarchisé, elle ne voit que des actes de cruauté dispersés, sans lien entre eux. La seule explication qui reste est « l'humanité est intrinsèquement cruelle ». Quand elle voit les humains torturer les animaux, elle ne se dit pas « c'est tout un système qui produit ça ». Non, elle dit « l'humanité a trahi sa propre essence ». À nouveau, sa misanthropie est l'envers de son humanisme. Il faut que la nature humaine existe pour qu'on puisse la trahir. Une fois de plus, l'animal était victime de l'inadaptation de l'homme à la nature. Si on se sent tout perdu face à la réalisation que cette violence est injuste, le débouché le plus évident et spontané est de se dire que les gens sont méchants. C'est une perspective dangereuse, en tant qu'elle peut être paralysante, même si elle ne l'était visiblement pas pour Bardot, et désespérante. Et ça, elle l'était par contre pour elle. Si c'est dans la nature des humains d'être cruels, alors autant renoncer, c'est fichu d'avance. On est moins apaisé que si on prend conscience d'à quel point la société est structurellement spéciste. Et on sait moins où et comment agir à la racine du mal du coup. Penser que nous sommes extrêmement déterminés par la culture spéciste dans laquelle on vit et par son époque permet de mieux faire sens des horreurs qu'on peut observer et de décentrer son regard des responsabilités individuelles vers les structures qui organisent la domination. Cela nous oblige aussi à nous projeter sur un peu plus long terme. C'est un système social qu'on affronte et ça ne se change pas en un jour. On ne pourra pas sauver tous les animaux qui sont opprimés en ce moment même. Mais on se bat aussi, voire surtout, pour aider ceux du futur. L'antispécisme change donc radicalement la perspective. Paradoxalement, il permet d'être moins désespéré, parce qu'on comprend que c'est un système social donc modifiable, et non une tare humaine. On sait un peu mieux où agir, à la racine des structures. Pas juste sauver des individus au cas par cas. On peut même avoir de la compassion pour les gens pris dans ce système, comme les éleveurs ou les ouvriers d'abattoirs, qui exercent des violences, car on comprend que tout le monde est conditionné au spécisme. Ce qu'affirme l'antispécisme, c'est que le problème n'est pas que les gens seraient naturellement mauvais, le problème c'est tout un système, un rapport social construit qui a institué et consolidé la domination humaine et l'infériorisation des autres animaux. L'antispécisme sort du cadre essentialisme. Il ne croit ni en une nature humaine, noble ou cruelle, ni en une nature animale, pure ou sauvage. Il voit des individus dotés de capacités et d'intérêts, pris dans des systèmes sociaux qui produisent des sujets humanisés et d'autres animalisés. Sur cette question, je vous renvoie à l'épisode avec Kautar Archi, la frontière entre humanisé et animalisé. Mais du coup, on n'a pas à être déçu de l'humanité, parce qu'on ne croit pas en une essence humaine qui aurait été trahie. On est en colère contre un système d'oppression, pas dégoûté d'une espèce corrompue. En résumé, pour Bardot, la cruauté est une déviation d'une nature humaine qui devrait être meilleure. Pour l'antispécisme, la violence est le produit d'un système social qu'on peut changer. Les dégâts de la misanthropie assumée. Cette dérive misanthrope n'est malheureusement pas propre à Bardot. C'est même un écueil récurrent dans les milieux véganes et animalistes, particulièrement visible lorsque l'engagement se construit sans ancrage égalitariste. Dans la sphère anglophone, la figure de Gary Yourofsky incarne parfaitement cette dérive, sur un mode plus vegan et plus explicitement antispéciste que Bardot, mais partageant avec elle cette même haine de l'humanité. I've clearly stated time and time again that I hate all humans. Yourofsky, conférencier vegan dont les vidéos ont été vues par des millions de personnes, dit sans sourciller que les droits humains sont l'obstacle numéro 1 à l'avancement des droits des animaux. I now firmly believe the number one impediment to the progression of animal rights is human rights. Ou encore, Gary, do you think every vegan should make animal activism their primary cause they advocate for, or is it okay for vegans to care about other issues more than animal rights? No other issues. It's animals. Again, forget about the human being, the scourge of the earth. Stop putting humans on a pedestal. Animals first, humans later. Je traduis. Gary, est-ce que c'est acceptable pour les véganes de se préoccuper d'autres questions que les droits des animaux ? Non, aucune autre question, ce sont les animaux. Oubliez les êtres humains, le fléau de la Terre. Arrêtez de mettre les humains sur un piédestal,
Les animaux d'abord, les humains après. On retrouve donc chez lui la même structure que chez Bardot, une compassion forte pour les animaux qui s'accompagne d'un violent mépris pour l'humanité, d'un rejet explicite pour les autres luttes pour l'égalité sociale. Et par exemple, chez Jurowski, on voit un soutien affiché à l'extrême droite sioniste et à la colonisation de la Palestine. Il tient des propos d'une violence assez incroyable. Jurowski défend les animaux tout en déshumanisant les Palestiniens qui meurent sous le génocide commis par l'État d'Israël, en assénant qu'ils méritent bien leur sort. Il décrit même les Palestiniens comme le groupe le plus psychotique sur cette planète. The latest lie being spread about me is that I am a racist because in a calm and sober assessment of the Israeli-Palestinian situation, I said that Palestinians are the most psychotic group of people on the planet. I stand by that statement. Ces figures ont une influence considérable. Bardot en France, Jurowski dans le monde anglophone, et je pense que leur misanthropie assumée a produit des dégâts durables pour la cause animale elle-même. D'abord, elle alimente l'image fausse et toxique selon laquelle aimer les animaux reviendrait nécessairement à haïr les humains, comme si c'était des vases communicants, comme si la compassion pour les uns devait se payer d'un mépris pour les autres. Cette représentation est déjà massivement véhiculée par la société spéciste, qui ne cesse de mettre en concurrence les injustices touchant les humains humaines et celles touchant les autres animaux. Dans ce contexte, avoir des figures publiques qui incarnent précisément cette fausse alternative, qui font la démonstration spectaculaire d'une haine de l'humanité au nom de l'amour des animaux, ne fait que renforcer le stéréotype. Ça conforte l'idée que la cause animale serait contradictoire avec la solidarité humaine, que l'engagement animaliste mènerait inévitablement à l'aigreur et au ressentiment. Or, c'est précisément l'inverse qui est vrai. L'antispécisme, quand il est articulé aux autres luttes, quand il pense les oppressions comme interconnectées, produit moins de haine, pas plus. Il permet de diriger la colère là où elle doit l'être, contre les structures de domination, pas contre l'humanité comme essence, et encore moins contre certains groupes humains opprimés. Ensuite, et c'est un point plus subtil mais politiquement crucial, la misanthropie de Bardot a peut-être paradoxalement contribué à désamorcer la portée subversive de son discours animaliste. En s'affichant comme misanthrope, en cultivant cette image de femme singulière, isolée dans son refuge de la madrague, retranchée du monde, elle se retrouvait assignée à une certaine figure par le regard social dominant, celle de la mémère à chien-chien, de la femme trop sensible, de la femme sans homme ni enfant qui reporterait son affection sur des animaux de substitution. Bref, ces stéréotypes sexistes qui pathologisent et ridiculisent les femmes engagées pour les animaux, en les présentant comme ayant inversé l'ordre des priorités. Elle était ainsi singularisée, mise à part, ce qui a probablement joué un rôle de neutralisation politique. Bardot n'était pas perçue comme la porte-parole d'un mouvement social menaçant, mais comme une excentrique, certes célèbre, certes influente, mais fondamentalement hors norme, presque hors du monde. Les gens pouvaient facilement se dire « Bon, on voit bien où ça mène de trop aimer les animaux ». Sa misanthropie servait alors de repoussoir, permettant de disqualifier par avance toute remise en cause sérieuse du spécisme. Voyez où ça vous conduit, à devenir aigri, isolé, coupé de l'humanité. C'est une des raisons pour lesquelles il est si important de construire un antispécisme collectif, ancré dans des mouvements sociaux, articulé à d'autres luttes, porté par une pluralité de voix, et surtout pas incarné par des figures qui représentent la haine, aussi charismatique soit-elle. Parce que la misanthropie assumée, loin de servir la cause animale, la dessert doublement. Elle en donne une image repoussante, et elle permet au système spéciste de la tenir à distance, de la traiter comme une bizarrerie inoffensive, plutôt que comme une critique politique radicale. L'être sans voix, une animalité fantasmée. À la misanthropie essentialisante répond en miroir une idéalisation tout aussi essentialisante de l'animalité. Car c'est toujours un duo dynamique qui se construit ensemble. L'animalité est une construction fantasmatique qui n'existe que par opposition à l'idée d'humanité, tout aussi fantasmée, et qui regroupe tous les animaux sous une même bannière invraisemblable, des huîtres aux chimpanzés. Elle a été produite pour s'opposer point à l'humanité, et sert à mettre tous les animaux dans un même panier, un panier de course, hélas. Chez Bardot, cette animalité est explicitement élevée au rang d'essence. Elle parle de l'être animal, de l'être sans voix.
de ce monde immense de rêves et de douleurs muettes qu'est l'animalité. Et être avec un E majuscule, qui signale bien que les animaux ne sont plus seulement des individus. Ils incarnent une entité globale, mystique, pensée comme un tout homogène, porteur d'un sens profond. Je cite « J'eus la certitude que cette bataille acharnée pour le respect de la vie ne serait pas sans fin. J'ai donc compris qu'un jour, pas si lointain peut-être, là où je serai, je sentirai ce souffle de vie pour lequel j'ai lutté toute mon existence. Un souffle invincible, venir de celles et ceux qui parviendront à ouvrir à jamais les grilles de ce monde immense de rêves et de douleurs muettes qu'est l'animalité. » L'animalité est ici conçue comme un réservoir de vie pure, de souffrance silencieuse, de vérité profonde. Elle est en harmonie avec la nature, avec la vie, avec un grand V, avec un ordre du monde supposément originel, intact. Et cette animalité idéalisée est systématiquement construite comme l'exact envers d'une humanité pervertie. Je cite « Car l'animal, qu'il soit sauvage ou domestiqué, ne vit pas dans les affres des sentiments, dans la méchanceté acide, la revanche agressive. Au contraire, il accepte, il conjugue, il pardonne, et bien souvent, il reste fidèle. Alors quand j'ai fait mienne la cause animale, j'ai aussi embrassé la colère qui leur est étrangère. » La proposition de Bardot est ici on ne peut plus claire. Tout ce qui est dénoncé chez les humains, la méchanceté, la revanche, l'agressivité, est absent chez les animaux. À l'humanité corrompue s'oppose une animalité bonne et fidèle. La structure est strictement symétrique. Là où l'humain serait tombé, l'animal serait resté pur. Il s'agit de la même logique essentialisante, simplement retournée. Écoutez-la encore. « Il est temps, le temps d'offrir mon rêve en héritage, d'élever la condition animale pour l'inscrire dans les grands combats humanistes qui font la fierté de mon espèce. Pour que l'animal ne soit plus l'objet de la domination de l'homme, mais un individu plein et entier. Qu'il ne soit plus la victime facile d'humains non humains, mais le sujet d'un monde animal et d'une animalité retrouvée. » En quelques lignes, on a un microcosme de sa conception du monde. On y trouve des intuitions qui semblent, à première vue, s'approcher d'une critique antispéciste. Le refus de réduire les animaux à des objets, l'affirmation de leur statut de sujet, la reconnaissance de leur individualité. Mais ces intuitions sont immédiatement minées par le cadre dans lequel elles sont inscrites, et qui les neutralise. Car Bardot ne parle pas des animaux, mais de l'animal. Elle affirme vouloir reconnaître des individus pleins et entiers, tout en les assignant à un monde animal distinct, à une animalité retrouvée, comme s'il existait une essence animale originaire qu'il faudrait restaurer. La subjectivité est affirmée, mais elle reste enchâssée dans une catégorie ontologique globale, préalable aux individus eux-mêmes. Et c'est assez drôle. Même quand elle cherche à mettre en avant l'individualité et la singularité de chaque personne animale, elle ne peut pas s'empêcher d'utiliser une formule essentialisante. « Croyez-moi, j'ai connu assez d'individus dans ma vie pour savoir que l'animal en est un. » C'est pas l'animal est un individu, c'est chaque animal, les animaux, chacun. Imaginez la même phrase en mode « Croyez-moi, j'ai connu assez d'individus dans ma vie pour savoir que la femme en est un. » Ça marche pas cette histoire. C'est là que se loge la contradiction centrale. Vouloir reconnaître des sujets individuels tout en continuant de croire aux essences. Dans ce cadre, les individus ne peuvent jamais être pleinement premiers. Ils restent subordonnés à la catégorie abstraite qu'ils sont censés représenter, de simples incarnations locales de l'animalité. Cette idéalisation pose plusieurs problèmes. En premier lieu, elle nie la singularité et l'agentivité réelle des animaux. Les personnes non humaines ne sont ni pures ni corrompues. Elles ont des intérêts, des désirs, des stratégies, des conflits. Elles n'acceptent pas, ne pardonnent pas par nature. Elles agissent comme nous, en fonction de leurs capacités, de leurs envies dans chaque situation. Parfois, elles font de la merde, comme tout le monde. Et dire que la colère serait étrangère aux animaux, par exemple, ça tient pas 2 secondes. C'est évidemment faux. Et ça ne sert pas leurs intérêts de les présenter comme des petits anges parfaits. Car deuxième problème, cette vision angélique les transforme en symboles, bien plus qu'en sujets. On prête alors aux animaux des qualités, pardon, fidélité, acceptation, moins pour décrire ce qu'ils sont que pour ce qu'ils doivent incarner. Ils deviennent des figures de stabilité et d'apaisement, des points fixes dans un monde perçu comme violent et chaotique. Mais le problème le plus grave, politiquement, c'est celui-ci. Elle maintient intacte la frontière entre humanité et animalité. Certes, elle valorise le côté animal, mais elle conserve la structure. 2 essences, 2 natures, 2 mondes séparés.
Or, cette frontière, dès lors qu'elle subsiste, reste mobilisable comme une arme. Je ne fais pas partie de l'espèce humaine. Auto-animalisation et privilège blanc. Un refus de parvenir à l'humanité ? Il y a pourtant une phrase de Brigitte Bardot qui, à première lecture, m'avait fait hésiter. Une phrase qui semblait fissurer la frontière même que je viens de décrire et ouvrir la possibilité d'une critique radicale de l'opposition construite humanité-animalité. Je cite : « Je ne fais pas partie de l'espèce humaine. Je ne veux pas en faire partie. Je me sens différente, presque anormale. Aussi longtemps que l'animal sera considéré comme une espèce inférieure, je ne ferai pas partie de cette race insolente et sanguinaire qu'on appelle l'espèce humaine. » Difficile de ne pas y voir, isolément, quelque chose qui s'approche d'une intuition antispéciste. Le refus de hiérarchiser les êtres sur la base de leur appartenance à une espèce, la critique d'une humanité érigée en centre moral du monde, la dénonciation de la violence commise contre les animaux au nom de cette supériorité supposée. Bardot l'affirme explicitement d'ailleurs. L'animal n'est pas l'esclave de l'homme, l'humanité n'est pas au centre du monde, et maltraiter les animaux nous rend inhumains. Ce sont des affirmations qui semblent bien plus proches d'un prisme antispéciste que le sens commun spéciste qui se contrefiche de l'existence des autres animaux et de leur peine. Dit autrement, je pense que le monde serait vraiment meilleur si tout le monde avait plus de sensibilité et de compassion pour les autres animaux, même sur un mode pas parfaitement antispéciste, plutôt que l'indifférence totale que la société spéciste leur réserve habituellement. Voilà où j'en étais avant de lire L'Arme de combat, son dernier livre et sorte de testament animaliste. Car à mesure que j'avançais dans le livre, je me suis rendu compte d'une chose. Cette déclaration de sortie de l'humanité ne fonctionne pas comme une remise en cause politique de la frontière entre les êtres humanisés et ceux qui sont animalisés. Elle ne vise pas à abolir le partage humanité-animalité, mais à le reconduire autrement, en y installant Bardot elle-même comme figure d'exception. L'auto-animalisation qu'elle met en scène ne déconstruit pas le dualisme, elle l'exploite. Après tout, il est avantageux pour elle de se rattacher au pôle animal plutôt qu'humain, dans un livre où elle ne cesse d'encenser le premier et de médire sur le second. Puisque l'humain est merdique et que l'animal est pur et précieux, devinez à qui Bardot s'identifie. Narcissisme. Ce qui m'est alors apparu de façon de plus en plus nette, c'est que cette identification à l'animal sert un récit d'héroïsation. Bardot ne se présente pas comme une militante parmi d'autres, au sein d'un mouvement social, mais comme une figure à part. Elle écrit « Je commençais à toucher du doigt ce pourquoi j'étais faite, cette conscience d'être habitée par et pour l'être animal. » Elle se présente ainsi comme dotée d'une sensibilité unique. L'animalité devient le lieu où se loge sa singularité morale. Elle n'est pas seulement celle qui défend les animaux, elle est celle qui, contrairement au reste de l'humanité, leur est fondamentalement accordée. Son usage de l'animalité pour se décrire n'est pas désintéressé. Elle se rapproche des animaux pour se faire bien voir, après leur avoir prêté toutes les qualités. Le paradoxe est frappant lorsqu'elle affirme « L'homme est fondamentalement égoïste. Moi, le narcissisme m'est contre nature. » Écrire ça, tout en consacrant des pages entières à sa propre compassion, à sa mission, à sa vocation quasi sacrificielle, se présenter comme l'exception qui échappe à l'orgueil humain, n'est-ce pas le comble du narcissisme, au final ? L'Arme de combat n'est pas seulement le récit d'une lutte pour les animaux, mais aussi la mise en scène d'une élue, incomprise, mais moralement supérieure car elle se sacrifie pour sa cause. Un récit presque messianique, rien que le titre est éloquent, L'Arme de combat. Un récit beaucoup plus centré sur elle que sur les autres animaux, qui servent souvent de faire-valoir à son élévation morale. C'est une auto-sanctification qui place toute l'attention sur sa personne, au détriment d'une analyse collective et systémique des accomplissements du mouvement animaliste dans son ensemble. Si ça vous paraît exagéré, dites-vous que j'étais le premier à être assez sceptique vis-à-vis de l'argument selon lequel elle met en scène son amour des animaux pour se mettre en avant. Mais vraiment, la lecture de son livre m'a forcé à changer d'avis. Animalisation valorisante ? C'est peut-être un peu surprenant de voir ici que l'auto-animalisation de Brigitte Bardot se révèle valorisante, alors que, le plus souvent, l'animalisation est une opération violente, d'infériorisation. Mais si elle l'est le plus souvent, surtout quand elle est imposée par un regard ou un pouvoir extérieur, l'animalisation n'est pas systématiquement négative et dégradante. C'est un processus complexe et dynamique,
dont les effets peuvent varier en fonction de la relation de pouvoir au sein de laquelle il se déploie, et aussi des hiérarchies symboliques qu'il mobilise. Pour le dire simplement, être comparé à des nuisibles, des cafards par exemple, ou à des mammifères majestueux, genre un lion, ça n'a pas le même effet. J'ai pris conscience de ça à la lecture du chapitre d'Ainsi l'animal et nous de Kautar Archi sur la suranimalisation positive par les nazis d'eux-mêmes, qui se comparaient surtout à des prédateurs. Auto-animalisation qui cohabitait avec l'animalisation dégradante des personnes racialisées négativement, les juifs, les slaves, les noirs, etc. Je cite un passage. Le nazisme engagea une double animalisation des groupes humains. La première forme, observée jusqu'à présent, référa à cette suranimalisation de soi, qui, définissant l'animalité comme un état de nature supérieur, fit des membres dominants du corps social des tueurs autorisés à tuer. La seconde forme, qui s'observe maintenant, consiste en cette sous-animalisation de l'autre, qui définit l'animalité comme un état de nature inférieur et rendit les membres dominés du dit groupe social tuables. Fin de citation. Donc le schéma général animalité égale infériorité est parfois plus complexe dans sa façon de s'articuler avec d'autres systèmes de pouvoir et d'autres imaginaires symboliques. On voit comme la référence animale peut être retournée dans tous les sens pour élever ou faire chuter. Préservé par la blanchité. Cette auto-animalisation n'est en général fièrement revendiquée qu'à une condition, qu'elle ne comporte aucun risque. Bardot peut dire « je ne fais pas partie de l'espèce humaine » précisément parce que son humanisation n'est jamais en péril, suffisamment protégée qu'elle est par ses privilèges. Blanche, riche, célèbre, conforme aux normes dominantes de beauté, elle ne met pas beaucoup en jeu en renonçant symboliquement à son humanité. Son devenir animal est un choix esthétique et moral, jamais une expérience de déshumanisation réelle. C'est un luxe qui n'est pas donné à tout le monde, de pouvoir s'animaliser sans subir les effets matériels et politiques de l'animalisation. Et c'est ici que la blanchité notamment joue un rôle central. Elle participe à rendre cette animalisation inoffensive, non dangereuse, et même valorisante. Puisque les hiérarchies raciales ont renvoyé les personnes racialisées négativement, les personnes racisées, à l'animalité, et érigé les personnes racialisées positivement, les blancs, en pinacle de l'humanité. Loin de menacer le statut de Bardot, son auto-animalisation le renforce. Elle devient une preuve de sa supériorité morale. Elle ne renonce pas à un privilège en prétendant sortir de l'humanité. Elle s'en arroge un nouveau, en s'élevant au-dessus de l'humanité ordinaire. Et ce privilège n'est pas qu'individuel. Il structure aussi la façon dont certains animaux, par association, accèdent à la protection et à la compassion publique. L'humanisation des phoques. Ce mécanisme a des effets concrets sur la façon dont certains animaux sont perçus et défendus. En s'identifiant à certains d'entre eux, Bardot contribue à les faire accéder à une forme de considération morale exceptionnelle. Une considération qui, on va le voir, n'est pas distribuée également entre tous les animaux. Le cas de la campagne pour les phoques est emblématique. En 1977, Bardot se rend sur la banquise pour dénoncer la chasse aux bébés phoques. Les images font le tour du monde. Bardot, icône de beauté mondiale, serrant contre elle un blanchon au pelage immaculé. Cette photo fait la une de tous les magazines, devient l'image symbole de la cause animale pour des décennies. Elle-même a bien conscience de la façon dont elle est perçue, et parle de l'effet que produit sa blondeur incandescente dans son livre. Pourquoi est-ce précisément cette image qui a circulé massivement, qui s'est retrouvée sur toutes les couvertures de magazines et dans tous les JT ? D'autres campagnes sur d'autres animaux n'ont jamais bénéficié d'une telle visibilité. Plusieurs facteurs expliquent l'efficacité médiatique et émotionnelle de cette campagne. D'abord la néoténie. Les bébés phoques ont de grands yeux, un air vulnérable, des traits qui déclenchent instinctivement un réflexe de protection chez nous. Mais il y a aussi, et c'est ce qu'analysent Myriam Bafou et Kautar Archi, la dimension raciale de cette mise en scène. La lutte antispéciste, elle a beaucoup fonctionné par l'image. Myriam Bafou, qui réalise une thèse sur la co-construction des catégories de races et d'espèces sous la modernité coloniale. Je pense qu'il y a aussi ça, on a vraiment, déjà de toute manière on est dans un monde d'images et la publicité est littéralement une dynamique de pouvoir aujourd'hui et les médias aussi. Donc
les images ont un impact et un impact hyper fort. Et il y a des personnes qui ont été touchées de manière générationnelle par une image ou une photo. Ça c'est arrivé plusieurs fois dans notre histoire. Et je crois que celle de Bardot, qui est celle qui nous vient à l'esprit en premier lieu, en fait, quand on pense à Bardot. Moi, c'est ça. Surtout quand on est de la génération qui n'a pas connu sa carrière cinématographique. Et bien cette image-là, donc voilà, avec cette blancheur, ce froid aussi autour, donc on est vraiment dans la représentation de la blanchité nordique, là, en fait. Hein, et qui tient un bébé. Donc ça aussi, c'est pas un adulte, c'est un bébé phoque. Donc là, on est dans le parangon, en fait, de l'extrême vulnérabilité. Et qui est-ce qui, justement, rejoue cette imagerie, donc maternelle, protectrice, innocente? C'est une femme blanche, une femme mince, et une femme qui est probablement, à cette époque-là, la plus désirée, quasiment, par le régime hétérosexuel en place. Donc c'est quand même hyper intéressant de voir en fait que là on a une triple mise en scène en fait de l'image, à la fois de l'animal comme victime absolue, de la femme blanche comme sauveuse, mais qui quand même souscrit à un imaginaire non violent en fait. C'est pas non plus une image voilà féministe en fait, par exemple, c'est-à-dire où on pourrait avoir une revendication, pas forcément d'une violence, mais en tout cas d'une contestation. Voilà, il n'y a pas de partie subversive en fait dans cette histoire-là, si ce n'est vraiment la réutilisation de tropes qui sont tout à fait connus en vérité et qui sont somme toute très conservateurs. Hein. Pour le coup, cette image pour moi, elle pourrait vraiment convenir à beaucoup de conservateurs au pouvoir aujourd'hui. Quoi. Je trouve pas qu'elle a une force subversive particulière, mais vraiment l'idée du phoque et de l'animal au stade de bébé, la mise en scène de la femme blanche dans un climat justement froid et nordique. Et avec toute cette blanchité, alors à la fois en tant que rapport social, mais presque en tant que image physique, là, elle est quand même éclatante de justement cette politique de l'innocence, je crois. Et je pense vraiment que c'est de ça dont on doit sortir, et même esthétiquement, en fait. Et je crois qu'on a de toute façon des images qui sont beaucoup plus belles que ça, donc notamment des personnes qui portent des animaux, mais dans les abattoirs, notamment des personnes qui sauvent des animaux, aussi dans des sanctuaires, et des animaux adultes, et des animaux qui sont considérés comme moches ou pas assez désirables, ou pas. Et ça fonctionne. Enfin, pour moi, ça fonctionne plus comme une force de subversion que ce type d'image-là, quoi. Donc c'est pas une surprise que cette image-là ait fait le tour du monde et qu'elle ait été, encore une fois, la caution, en fait, hein, d'une certaine forme d'animalisme. Mais ça, pour le coup, je pense qu'il faut activement s'attaquer à les défaire. Le système raciste tel qu'il s'est construit historiquement a défini l'humanité pleine et entière comme blanche. Les blancs incarnent la civilisation, la raison, la dignité morale. À l'inverse, les personnes racisées ont été quasi systématiquement animalisées, renvoyées du côté de la bestialité, de la sauvagerie, de l'infériorité. Cette opposition structurante n'a pas disparu, elle sous-tend encore beaucoup de nos représentations. Elle continue d'organiser, souvent de manière implicite, qui est perçu comme pleinement humain et qui ne l'est pas. Il faut rappeler ici que l'humanisation et l'animalisation ne sont pas des états figés, mais des processus dynamiques et sociopolitiques. On ne parle pas ici d'espèces biologiques. Biologiquement, un phoque restera toujours un phoque. On parle d'un statut social et politique, celui qui détermine si on vous traite avec considération ou avec violence, si vous êtes protégé ou appropriable, sujet de droit ou objet d'exploitation. Ce statut n'est pas naturel. Il est construit, assigné, et il peut évoluer. C'est pour ça qu'on peut humaniser un phoque, lui accorder partiellement le statut d'être digne de protection, comme on peut animaliser un humain, le renvoyer symboliquement hors du cercle de l'humanité protégée. Lorsqu'une figure blanche comme Bardot se projette dans un animal au pelage blanc, quelque chose de cet ordre symbolique se rejoue peut-être. On peut faire l'hypothèse que la blanchité, comme construction sociale et symbolique, a participé à structurer la hiérarchie de la compassion, celle qui détermine quels animaux reçoivent une attention exceptionnelle et lesquels continuent d'être ignorés. Oui, dans l'entretien Kautar Archi, que j'ai pu réaliser avec Bon Pote, sociologue et autrice de l'ouvrage « Ainsi l'animal et nous ». j'évoque cette idée selon laquelle les phoques sont doublement blancs. Alors, je reprends ici cette image des phoques simplement parce que c'est l'image la plus connue, celle qui a le plus largement circulé, il me semble, à propos de Brigitte Bardot et de son combat pour la protection, si on peut nommer les choses ainsi, des vies animales. Et c'est des scènes qu'on peut vraiment étudier. Elle est dans un paysage complètement pris par la neige, par le froid. Donc voilà, elle est dans une sorte d'ailleurs complètement lointain. Et en même temps, elle est
elle-même blonde, elle présente elle-même les caractéristiques d'une personne qui sera perçue comme personne blanche, et elle a près d'elle ce petit animal, ce petit phoque dont la blancheur est elle-même tout à fait frappante et même assez fascinante. On voit simplement à travers cette image, et encore une fois de manière assez rapide à travers cette expression, j'ai voulu signifier la manière dont on passait de la question simplement descriptive. Après tout, ces phoques sont blancs, et Brigitte Bardot fait vivre à ce phoque qui est près d'elle une sorte de pas supplémentaire, puisqu'elle le fait passer de la blancheur, la couleur blanche de son pelage, c'est ainsi qu'on peut le décrire. Elle le fait passer à un autre système, qui cette fois-ci n'est plus un système descriptif, mais un système davantage normatif. Elle le fait passer au système de la blanchité. Autrement dit, et c'est une question qui, moi, m'intéresse, les processus de racisation et les processus de racialisation touchent aussi les espèces animales. Autrement dit, les espèces animales sont concernées, elles aussi, par la question raciale, puisqu'on voit ici que cet animal, ce petit phoque, devient, dans les bras de Brigitte Bardot, un symbole, un indice d'une blanchie politique. Et c'est quelque chose qui est important, il me semble, à souligner. Et c'est une manière pour moi aussi toujours de rappeler que les animaux, et en l'occurrence ce petit phoque, occupe une position dans sa propre vie d'animal, mais il occupe aussi une position politique dans le monde. Il est pris, lui aussi, dans le système politique qui est porté, qui est incarné par une figure telle que celle de Brigitte Bardot. Autrement dit, les animaux sont eux aussi manipulés, ils sont eux aussi utilisés, ils sont eux aussi le support d'une production raciale à leur corps défendant. La blanchité fonctionne à la fois comme domination matérielle et comme imaginaire symbolique. D'un côté, elle structure l'accès aux ressources, à la protection, à la considération morale. De l'autre, elle véhicule des représentations symboliques. On peut faire un parallèle rapide pour clarifier ce type de mécanisme. Pensez à la virilité. Ce n'est pas le sexe biologique qui compte, mais ce que la virilité représente socialement. Force, courage, protection. Un lion, biologiquement, n'est pas plus viril qu'une lionne, qui d'ailleurs semble chasser plus efficacement que lui. Mais dans l'imaginaire du genre, il incarne parfaitement la virilité. Crinière imposante, rugissement puissant, roi de la savane, tout ça. Le rapprochement symbolique fonctionne dans les deux sens. L'homme viril est un lion, et le lion peut être construit en retour comme symbole de la masculinité. Et même logique ici, avec la blanchité et les phoques. Dans l'imaginaire racial, la blanchité a souvent été associée à l'innocence, à la pureté, à la vulnérabilité méritant protection. Des qualités historiquement attribuées aux femmes blanches en particulier, et aux enfants blancs. Tandis que les garçons racisés, par exemple, sont dépeints comme menaçants. Ils sont criminalisés, sont désenfantisés, comme le dit très bien Fatima Wassak dans son essai La puissance des mères. C'est pas qu'une personne blanche, c'est vraiment une femme blanche. Myriam Baafou, militante, écoféministe et antispéciste. Et donc en fait, il y a toute une image de la féminité blanche comme douce, comme délicate, comme innocente, comme préservée. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, dans le mouvement environnementaliste, pour le coup, c'est étonnant et à la fois pas du tout comment on met en valeur ces femmes blanches, justement, qui montrent à la fois des modèles de force, parce que parfois elles sont très déterminées, etc., mais qui quand même sont des femmes blanches, sont des femmes minces, sont des femmes valides, sont des femmes hétérosexuelles, qui continuent en fait à incarner une forme de douceur dans ce monde de brutes, si vous voulez. Et ça, je crois que c'est très symptomatique aussi d'une certaine blanchité qui se caractérise par un rapport, encore une fois, doux et innocent. On en revient à la thématique de l'innocence. Ça n'aurait pas pu marcher, par exemple, avec un homme blanc agressif, pour le coup, qui est sur le même spectre fasciste, mais ça n'aurait pas pu marcher. Parce que justement, là, la féminité, elle est vraiment instrumentalisée pour servir un discours, en fait, de l'innocence. Et je crois que même dans nos sphères antispécistes, il faut aussi faire très attention à ça, en fait. C'est-à-dire comment une femme ou une minorité de genre en fait racisée va tout de suite être perçue comme plus agressive, plus violente,
avec des propos qui vont être peut-être moins consensuels et qui vont aller justement moins dans le sens d'une tolérance de la question animale qui serait somme toute une question, je ne vais pas dire esthétique, ce serait abusé, mais presque, vous voyez, un côté un peu non violent en fait. Et je crois que ça s'étire de la droite à la gauche en fait. C'est pas du tout quelque chose qui est propre à l'extrême droite. Mais je crois qu'on a évidemment plus d'outils, nous, à l'extrême gauche ou même à l'extérieur de ça, dans les milieux autonomes, anarchistes, etc. Je crois qu'on a beaucoup plus d'outils critiques pour comprendre à quel point justement cette instrumentalisation de la féminité-là, elle peut rejouer en fait un discours qui est somme toute essentialiste en fait, essentialiste et qui rejoue l'innocence comme un enjeu politique. Or, s'il y a bien quelque chose qui nous concerne tous aujourd'hui, c'est la sortie de l'innocence. Comme l'analyse Cécile C. dans un post Instagram que j'ai trouvé très éclairant, Bardot incarne parfaitement cette figure d'innocence. Blonde, blanche, icône de beauté occidentale. Et le Blanchon, par son pelage immaculé, par sa vulnérabilité évidente, devient le support idéal de cette projection. Voyez comme les Blanchons incarnent parfaitement le modèle de l'animalité dont on parlait plus tôt chez Bardot. Ce sont des bébés tout mignons, blancs, vulnérables, situés dans un espace vierge, la banquise, loin de la civilisation corrompue. Les phoques deviennent alors dans cet imaginaire les victimes parfaites, des parangons d'innocence qui méritent donc une protection. La blanchité n'est bien sûr pas une cause unique ou mécanique, mais parmi un ensemble d'autres facteurs, elle a pu constituer un des vecteurs qui ont facilité l'identification, l'accès à la compassion. Autrement dit, un des canaux par lesquels l'humanisation partielle de certains animaux s'est opérée. Mais la stratégie adoptée par Bardot, s'auto-animaliser positivement, humaniser sélectivement certains animaux, est contestable en tant qu'elle mobilise la frontière d'espèce sans jamais la déconstruire. L'humanisation qu'elle opère demeure conditionnelle et révocable. Les phoques accèdent à une forme d'humanisation partielle, mais il n'y a pas de remise en cause du principe qui fait que certains êtres sont dignes de protection et d'autres non. Elle déplace quelques animaux d'un côté de la frontière, mais laisse la frontière intacte. Inverser la hiérarchie, parfois, maintenir la frontière. Il y a quelque chose d'essentiel dans la vision du monde de Bardot. Elle donne souvent l'impression de renverser l'humanisme classique, mais en réalité, elle en reste prisonnière. Dans sa forme la plus courante, l'humanisme construit l'humanité par opposition à l'animalité, on l'a dit. L'animalité devient le réceptacle de tout ce que l'humain n'est pas censé être. L'instinct, la violence, la bêtise, la sauvagerie, la cruauté. Par contraste, l'humanité se dote d'une image morale flatteuse. Raison, compassion, civilisation, dignité. Et c'est une opposition qui est normative. Elle instaure une hiérarchie qui vient servir à justifier la domination. Si les animaux incarnent l'inférieur, alors leur appropriation est naturelle et légitime. Bardot semble prendre le contre-pied exact de ce schéma. Chez elle, l'animalité devient le pôle positif. Pureté, innocence, fidélité, harmonie avec la nature. L'humanité, à l'inverse, concentre les vices. Cruauté, corruption, égoïsme, violence. Tout se passe donc comme si elle contestait la hiérarchie humaniste, en la subvertissant. Mais seulement l'inverser temporairement ne revient pas à l'abolir. Ce n'est pas la même chose. Parce que la structure reste identique. Un binôme humanité-animalité, où l'un est positif et l'autre négatif. Bardot a juste échangé les signes, mais la frontière, elle, reste intacte. La logique d'opposition binaire reste inchangée. Et surtout, l'animalité demeure un outil de hiérarchisation. Elle n'a pas cessé d'être une catégorie séparée, essentialisée, mobilisable. Si la blanchité, c'est un rapport social qui est un produit de l'histoire Myriam Baafou. et qui agit comme une stratification des groupes d'individus, mais qui, dans son cœur, en fait, est une forme de négation de cette stratification-là et une politique d'innocence, en fait, je crois qu'on a un peu presque toutes les bons ingrédients pour pouvoir, je vais commencer à dire les mots, fétichiser en fait un groupe qui est considéré comme un groupe différent, donc un groupe qui est altérisé, qui est celui des animaux ici. C'est-à-dire que si on part encore une fois de cette définition de la blanchité, il n'y a pas plus séduisant en fait comme hobby politique que de rentrer dans l'animalisme. Et donc moi je fais la même distinction, et encore une fois je suis pas la seule, entre animalisme d'un côté et antispécisme de l'autre, que celle de Malcolm Ferdinand qui fait la différence entre environnementalisme d'un côté et écologie politique de l'autre. C'est-à-dire que dans un cas en fait on a une fétichisation d'un groupe, c'est-à-dire qu'on va altériser un groupe et on va le définir uniquement à partir de ce qu'il a de différent de nous.
Et cette différence, elle est très attractive, en fait. C'est-à-dire que la fétichisation, c'est pour ça que ça rentre dans le racisme, mais c'est pas exactement du racisme au sens où c'est une haine de l'autre. Au contraire, c'est une forme de fascination, d'attraction et de curiosité. Cela dit, ça rentre quand même dans une pratique raciste quand on parle de fétichisation des personnes racisées, parce que cette altérisation, cette différence, elle n'est jamais remise en question. Au contraire, elle est sacralisée même. Chez les animaux, là, c'est pareil. C'est-à-dire que les animalistes, de la même manière que les environnementalistes vis-à-vis de la nature pour Ferdinand, vont en fait regarder donc la nature ou les animaux comme quelque chose d'intrinsèquement différent, en fait. Comme un groupe qui est vraiment séparé d'une autre et auprès duquel il faudrait démontrer une forme d'engagement qui permettrait de le sauver. De le sauver, souvent, ça peut être dit comme améliorer sa condition, améliorer son bien-être, faire en sorte de nouer des relations plus justes. Mais même ce terme de nouer des relations plus justes, ça sous-entend qu'il y a déjà deux groupes séparés. Et on peut nouer des relations plus justes et on peut avoir des manières de vivre ensemble qui soient plus harmonieuses, etc. Mais at the end of the day, il y aura toujours deux groupes séparés. Or, l'antispécisme, en particulier dans son versant politique et décolonial, qui est assurément le mien, va justement s'intéresser non pas à l'histoire de l'altérisation, ou alors justement en tant qu'histoire, c'est-à-dire en tant que construction, et beaucoup plus à la manière dont les groupes en question sont liés, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nous sommes embarqués, en fait, avec ces groupes-là. Et de fait, quand on prend cette tangente, il apparaît qu'auprès des animaux, et ça, de toute façon, c'est déjà apparu dans ce podcast, donc je ne vais vraiment pas revenir sur toute cette histoire-là, que le titre d'animal a été accordé pas seulement aux animaux qu'on définit comme non humains aujourd'hui, mais à tout un tas de groupes qui devraient être considérés comme humains aussi. Et donc, on a été contaminé, en fait, de l'animalisation. Et pas juste comme un rapport symbolique, pas juste comme « ah, on se comporte plus ». C'est-à-dire que littéralement, dans l'histoire coloniale, nous avons été traités, narrés, soignés ou non soignés, regardés comme, encore une fois, des animaux. Et donc, au lieu de vouloir justement rendre plus juste ce rapport-là, l'idée pour l'antispécisme décolonial, là, c'est de dire qu'est-ce qui fait qu'on peut justement encore parler du groupe des animaux non humains et des animaux humains, en fait. Et moi, plus j'avance dans mon travail, et plus je trouve ça très difficile, en fait, de maintenir l'existence de ces groupes. Et la preuve apparaît dès que Bardot cherche à condamner certains humains. Elle parle alors d'humains non humains, d'une humanité animale. Autrement dit, quand il s'agit de disqualifier, l'animalité redevient instantanément un régime de dégradation. Elle l'emploie comme un qualificatif méprisant, chargé des stéréotypes habituels dont on affuble les animaux. C'est très clair ici, par exemple. Elle dit « Tant que ce n'est pas une masse qui bouge, personne ne bouge. C'est ainsi, l'humanité reste animale, elle fonctionne en troupeau. » Bardot peut dire que les animaux sont purs et que l'humanité est corrompue. Mais quand elle veut condamner des humains particulièrement mauvais, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle les animalise. Elle les met du côté de l'animalité. Donc, l'animalité garde tout son potentiel de négativité. La frontière est toujours là, prête à servir, à faire chuter dans le néant moral. Elle n'a pas été dissoute, elle a simplement changé de polarité selon les usages. Et il n'y a en fait rien de surprenant à cette inversion des signes au sein d'un système essentialiste. C'est même un pattern assez récurrent. La mécanique de l'essentialisme, des stéréotypes réversibles. On retrouve la même structure avec le couple humanité-nature, qui recouvre en grande partie le couple humanité-animalité, vu que les animaux sont censés incarner et représenter la nature. Dans ce binôme, l'humanité se définit généralement comme supérieure, raison, civilisation, progrès, face à une nature inférieure, instinct, sauvagerie, stagnation. Mais parfois, cette hiérarchie est soudain retournée dans certaines représentations. La nature devient alors pureté, authenticité, harmonie, tandis que l'humanité devient corruption, artifice, destruction. Comme chez Bardot, quoi. L'inversion ne change rien à la structure. Il y a toujours un binôme rigide, une essence attribuée à chaque pôle et une frontière qui sert à hiérarchiser. L'essentialisation a tendance à créer des stéréotypes en apparence opposés, mépris d'un côté, pseudo-admiration de l'autre, mais qui servent des fonctions similaires. Maintenir le groupe ciblé dans une position de passivité, nier son agentivité et l'individualité de ses membres, et surtout reproduire la relation de pouvoir entre celui qui regarde et l'autre qui se retrouve ainsi catégorisé. Parce qu'au fond, peu importe que le stéréotype soit méprisant ou apparemment valorisant, dans les deux cas, il sert à altériser et homogénéiser. Et c'est le même sujet dominant qui définit les termes, le même regard qui façonne l'autre. Donc les contenus des stéréotypes peuvent varier tout en s'inscrivant dans une même structure d'essentialisation et de pouvoir. Pour être un peu plus concret, on retrouve cette dualité dans l'essentialisation qui a souvent visé les peuples indigènes d'Amérique, opérée par les pouvoirs coloniaux. Elle prend canoniquement
deux grandes formes de stéréotypes. Le mythe de l'Indien sauvage d'un côté et celui de l'Indien écologique de l'autre. Soit les peuples autochtones sont décrits comme bestiaux, irrationnels et menaçants, soit ils sont vus comme préservés des affres de la civilisation, vivant en harmonie avec leur environnement et pleins de sagesse. Pensez au dessin animé Pocahontas, qui véhicule beaucoup ces clichés. Mais dans les deux cas, ils sont essentialisés et définis par leur proximité supposée avec la nature, et comme figés dans un stade arriéré, tantôt perçus comme dangereux et tantôt comme vertueux. C'est réducteur quoi qu'il arrive, même quand ça semble être un compliment. Ça nie l'extrême pluralité des conceptions au sein des différents peuples ainsi regroupés, ça supprime leur liberté en les renvoyant indistinctement à une espèce d'ancestralité immuable, ça ne les reconnaît pas comme des humains qui changent et qui peuvent être pleins de contradictions, et ça les empêche d'être quoi que ce soit d'autre que des gardiens spirituels d'une nature fantasmée. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est que les deux pôles sont interchangeables, selon les besoins du regard colonial. Quand le projet colonial est de conquérir et de déposséder, on mobilise le pôle du mépris. Ils sont sauvages, ils n'utilisent pas correctement le territoire, donc on peut s'en emparer. Et quand il s'agit de construire une cause environnementale romantique, ou de justifier une forme de tutelle paternaliste, protéger ces peuples et leur mode de vie, et là on bascule vers le pôle de la pseudo-admiration. Et le sujet essentialisé n'a évidemment pas son mot à dire sur ces basculements, ce sont des images plaquées sur lui. Idem pour l'Orient, étudié par Édouard Saïd, dans son analyse de l'orientalisme. C'est à la fois dans les récits des Européens un lieu de romance, d'être exotique, de mémoire envoûtante et de paysages, d'expériences remarquables, et à la fois le lieu du despotisme, de la barbarie, de l'irrationalité. Exotisme admiratif et diabolisation méprisante peuvent cohabiter dans une même structure de pensée, comme la structure qui alterne entre l'Indien sauvage et l'Indien écologique. Le signe change, mais le regard colonial demeure. Et dans tous les cas, l'Orient reste figé, passif, objet du regard occidental, plutôt que sujet de sa propre histoire. L'Orient fonctionne d'ailleurs structurellement comme l'animalité par rapport à l'humanité. C'est le réceptacle de tout ce que l'Occident n'est pas censé être, irrationnel, primitif, figé dans le temps. Mais aussi, paradoxalement, de ce que l'Occident aurait perdu, ou fantasme, spiritualité, sagesse ancienne et sensualité. Dans les deux cas, mépris ou exotisation, l'Orient reste modelé de toutes pièces par et pour l'Occident qui s'y compare. Ainsi, on voit que ce qui traverse ces formes très diverses de construction de stéréotypes, dans leurs facettes négatives ou prétendument positives, c'est un même processus d'essentialisation qui se décline selon les contextes géographiques et historiques. Et c'est précisément pour ça que je suis très souvent méfiant d'un grand nombre de discours sur les autres animaux qui semblent les complimenter ou être fascinés par eux, mais qui parlent d'eux comme une abstraction, qui les idéalisent, qui les réduisent à des mythes et à des symboles. C'est que l'essentialisme est à l'œuvre, et finit toujours par aller à l'encontre de leur reconnaissance en tant que personne. Bardot est le retour du refoulé essentialiste. Or, chez Bardot, on retrouve précisément cette même dualité dans sa conception de l'animalité, qui sert à distinguer, à hiérarchiser, à valoriser ou exclure selon les besoins, soit qu'elle l'exalte, soit qu'elle l'utilise pour dégrader. Sa conception de l'humanité, elle, oscille sans cohérence apparente entre deux visions contradictoires. Tantôt elle affirme que l'humanité possède une essence noble, digne, compatissante, mais qu'elle l'a trahie, qu'elle s'est corrompue. Les humains deviennent alors inhumains, c'est-à-dire infidèles à leur propre nature, et tantôt elle soutient au contraire que l'humanité serait foncièrement mauvaise, violente, monstrueuse, et que l'animalité incarnerait la bonté et la pureté, par contraste. Mais dans les deux cas, le socle reste le même. Un postulat essentialiste, une opposition binaire, une hiérarchie morale et une frontière d'espèce, utilisée comme instrument de jugement. Et c'est là le piège. Face à l'idéologie spéciste qui affirme la supériorité humaine et l'infériorité animale, la tentation est grande de répondre par un simple renversement, dire que les animaux sont meilleurs que les humains, plus justes, plus innocents. Mais ce renversement n'est pas la voie de l'émancipation. Il reste enfermé dans la même logique. Il conserve l'animalité comme catégorie morale globale, et donc comme outil de pouvoir. L'antispécisme ne procède pas ainsi. Il ne cherche pas à inverser la hiérarchie humaniste, mais à démanteler la structure qui la rend possible. Il s'efforce de faire comprendre qu'il n'existe pas d'essence humaine ou animale, mais qu'il existe des individus, dotés de capacités diverses, d'intérêts variés, pris dans des systèmes sociaux qui produisent des sujets humanisés et d'autres animalisés.
On pourrait dire que l'animalité n'est ni bonne ni mauvaise, mais ce serait pas tout à fait juste, car l'animalité est une fiction, elle n'existe pas. Elle est le produit d'un processus social par lequel certains êtres sont rendus appropriables, exploitables, exclus du cercle de considération morale. L'humanité fonctionne de la même manière, comme une fiction qui sert un processus de protection, de légitimation, de valeur accordée. Et c'est donc une leçon plus générale. Face à une idéologie oppressive, la réponse n'est presque jamais d'aller mécaniquement à l'opposé de l'idéologie. Le féminisme ne dit pas que les femmes sont supérieures aux hommes. Il conteste la hiérarchie de genre elle-même. L'antiracisme ne proclame pas la supériorité des personnes racisées. Il démonte la race comme catégorie hiérarchisante et système de domination. Et bien de même, l'antispécisme ne dit pas que les animaux valent plus que les humains. Il affirme que la frontière d'espèce, en tant qu'outil de hiérarchisation morale et politique, est une construction injustifiable et qu'il faut abolir. Malgré des décennies d'engagement pour améliorer la condition des autres animaux, Bardot, elle, n'est jamais sortie de la logique qui sous-tend le spécisme et bien d'autres systèmes de domination. Croire aux essences, hiérarchiser les vies. Voilà, c'est ce qui explique le détour pris dans cet épisode pour explorer la vision du monde de Bardot. Ce qui aurait pu sembler secondaire ou anecdotique fait en réalité système. Cette vision du monde, essentialiste, hiérarchisante, fondée sur le maintien des frontières, a une cohérence globale. Et surtout, elle a des conséquences politiques très concrètes. Comme énormément d'animalistes, et plus largement comme énormément de personnes dans notre société, Brigitte Bardot croyait à la fois en l'humanité et en l'animalité. Elle croyait en l'existence de deux essences distinctes, séparées par une frontière d'espèces qu'elle tenait pour évidente. Comme le résume Kautararchi, Bardot aimait les animaux, mais croyait en l'animalité, c'est son drame. Et elle ne faisait pas qu'y croire, elle n'a cessé de mobiliser cette frontière comme outil, comme dispositif de pouvoir. Loin de la contester ou de la subvertir, elle s'en servait de manière intéressée, notamment en s'animalisant elle-même pour se valoriser et en animalisant les autres pour les faire chuter. Plutôt que de sortir de cette architecture spéciste, elle n'a fait que la reconfigurer partiellement, et d'une manière qui, loin d'affaiblir les hiérarchies, les maintient, entre les humains comme entre les animaux. On voit la proximité de la notion d'espèce et de la notion de race. Kautararchi, sociologue et écrivaine. Et comment, à certains moments, elle joue véritablement de la confusion pour élever moralement les animaux, mais cette élévation morale des animaux, cette forme de considération qu'elle leur porte, n'a pour autre finalité que le rabaissement d'autres êtres vivants. Donc on voit ici à quel point il y a une forme de coproduction entre la question spéciste et la question raciste. Or, cette croyance en l'humanité et en son opposé, l'animalité, c'est le cœur même du spécisme. L'essentialisation que Bardot opère est tout sauf innocente. Dès lors qu'on croit à des essences, on se donne les moyens de les utiliser comme des armes, des outils puissants de hiérarchisation des vies. Penser en termes d'essence, ce n'est pas simplement décrire des différences, c'est poser qu'il existerait des natures profondes, qui vaudraient plus ou moins que d'autres. C'est précisément ce que permet le raisonnement essentialiste. Ça autorise à parler d'être supérieur et inférieur. Quand on dit qu'un être est supérieur, ce n'est pas telle ou telle de ses qualités qu'il est, mais son être même, dans son ensemble. Les caractéristiques particulières qu'on invoque, l'intelligence, la bonté, la fidélité, la rationalité, ne sont alors que des indices supposés de la valeur de l'essence à laquelle il appartient. Ces traits ne fondent pas la hiérarchie, ils la justifient a posteriori. Depuis qu'elle a été formalisée par Aristote il y a plus de 2500 ans, l'idée d'essence a été mobilisée de façon récurrente pour deux opérations complémentaires. D'un côté, assigner aux dominés une nature restrictive, leur essence expliquerait et légitimerait leur place subalterne que l'ordre du monde leur réserve, et de l'autre, établir une échelle générale des êtres, allant de l'inférieur au supérieur, ce qu'on appelle la scala naturae. Une vision du monde profondément non scientifique, mais toujours extraordinairement vivace dans nos représentations, souvent naturalisée, parfois sacralisée, et sans laquelle il deviendrait tout simplement impossible de parler sérieusement d'être supérieur et d'être inférieur. L'essentialisation est donc une arme dangereuse, qui devrait toujours nous mettre en alerte. C'est elle qui rend possible ce tour de force idéologique chez Bardot, défendre l'animal en général, tout en mobilisant l'animalité
comme outil de distinction morale et de déshumanisation de certaines catégories d'humains. Loin d'être une contradiction inexplicable, c'est l'effet logique d'un cadre de pensée qui hiérarchise les existences. Voilà donc les fondations de sa vision du monde suprémaciste. Maintenant qu'on les comprend, on peut analyser comment cette vision a produit un certain type d'animalisme. Un animalisme compatible avec son racisme et son nationalisme, car il y a un lien profond entre cette vision du monde et le projet politique de l'extrême droite, le fait d'ériger des frontières. Maintenir la frontière d'espèce, renforcer les frontières nationales, reproduire les frontières raciales. C'est la même logique de cloisonnement, de hiérarchisation, d'exclusion. Et l'antispécisme tel que je le conçois vise l'abolition de toutes ces frontières. C'est ce qu'on verra dans l'épisode 3, le dernier de cette série, l'anatomie d'un animalisme raciste. Mais avant de se quitter, parce que je sais que c'était quand même bien dense comme épisode, je vous fais un petit résumé des idées principales à retenir. L'engagement de Bardot naît d'un élan du cœur, sans cadre théorique. Un proto-antispécisme sincère, mais dépourvu d'analyse structurelle du spécisme comme système. Sans ces outils conceptuels, la défense animale se rabat sur le sentimentalisme et sur l'humanisme, fonctionne comme l'avocat des animaux dans le système sans contester le système lui-même. Cette absence de vision d'ensemble produit souvent un désordre stratégique, mobilisation dispersée, welfarisme par défaut et pas d'horizon abolitionniste clair. Sans analyse structurelle, Bardot adopte un cadrage en termes de malveillance individuelle, plutôt que de domination, ce qui mène à une misanthropie essentialiste. Sa misanthropie est un humanisme déçu. Elle croit en une essence humaine noble, trahie, vision qui est souvent paralysante et qui alimente le stéréotype que défendre des animaux reviendrait à haïr les humains. Voir aussi Gary Yourofsky. À cette misanthropie répond une idéalisation tout aussi essentialisante de l'animalité. Les animaux deviennent des symboles purs plutôt que des sujets singuliers. L'auto-animalisation de Bardot est un récit narcissique d'héroïsation, rendu possible par ses privilèges, blanchité, célébrité. Elle ne déconstruit pas la frontière, elle l'exploite. La campagne pour les phoques illustre comment la blanchité a pu faciliter l'humanisation sélective de certains animaux. Bardot inverse parfois la hiérarchie humaniste, mais ne l'abolit pas. Elle maintient la structure binaire et utilise l'animalité comme outil de hiérarchisation, qui lui fait parler d'humain non humain. Croire aux essences, humanité et animalité, est le cœur du spécisme. Cela autorise à hiérarchiser les vies et explique la compatibilité entre son animalisme et son racisme. C'est une même logique de cloisonnement et d'exclusion. Voilà, j'espère que vous trouvez toutes ces analyses éclairantes et que c'était pas trop dense ou confus. Et sinon, dites-moi, faites-moi des retours sur ce que vous en pensez, ça me fait toujours très plaisir. Et puis d'ici le prochain épisode, bisous!